Juste pour placer un peu les choses dans leur contexte, il faut dire que ce programme s'inscrit dans la réforme phare, alignement de l'offre de formation supérieure sur les besoins économiques, et que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui. Nous allons être très pragmatiques. Il ne s'agit pas d'un lancement politique. Il s'agit d'un lancement des activités académiques avec nos équipes pédagogiques, avec nos partenaires. Et je voudrais juste peut-être préciser quels sont les objectifs de ce programme. Tout à l'heure, j'aurai l'opportunité de revenir pour expliquer tout simplement le déroulé de ce programme sur une année ou plus, avant qu'on ne puisse vous présenter la plateforme. Ce que je peux dire par rapport aux objectifs, un seul objectif stratégique, un seul. Il s'agit de développer des compétences pour la compétitivité et la productivité de notre pays. Ce développement de compétences prend en compte les actifs qui sont productifs, mais pas seulement. Dans notre mission, ce programme intègre l'insertion professionnelle des jeunes. Et le PSEJ est la phase pilote de cette réforme. Quel est le diagnostic qui a été fait du tissu économique de notre pays? Quand on regarde le tissu économique de notre pays, on se rend compte que nous avons des toutes petites entreprises. Nous avons des succursales de grands groupes. Et nous avons un ventre mou, qui est le PME. Ce n'est pas faute d'avoir mis en place des politiques, mais notre tissu économique reste toujours pauvre en PME, alors que nous sommes convaincus que c'est ça qui va être le moteur de notre développement. Donc, diagnostic, besoin économique en PME. Il fallait ensuite voir quelle offre de formation pour résoudre ce problème. Et là, nous sommes partis sur un projet pilote qui est le PSEJ. Évidemment, on aura une mise à l'échelle au niveau des universités, au niveau des établissements d'enseignement privé du Sénégal. Parce que je pense que c'est une commande publique qu'il nous faudra adresser. Là, nous lançons juste la phase pilote donc, de cette réforme. Le PSEJ, ses objectifs spécifiques, c'est de former et d'accompagner des créateurs d'entreprises. C'est également de densifier notre tissu économique en PME. C'est également favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Je pense que c'est un objectif très très important qui justifie largement donc, le démarrage de ces activités par ce programme. Mais le PSEJ n'est pas seulement un programme. Le PSEJ, c'est également des valeurs. Valeurs de patriotisme économique. Nous devons tous nous engager. Nous ne pouvons pas parler d'émergence en 2035 si toute la population sénégalaise n'est pas engagée dans ce processus. Nous demanderons à nos lauréats du PSEJ d'épouser cette première valeur qui est le patriotisme économique. La deuxième valeur pour nous est l'équité territoriale. Nous allons vous présenter les résultats tout à l'heure. Vous verrez que nous avons recruté des jeunes étudiants qui sont prêts à s'engager dans le développement de leur localité, en mettant en place des entreprises. Et dans ces critères, nous avons tenu en considération l'équité territoriale. Nous voulons un développement harmonieux de l'ensemble des régions de notre pays. Évidemment, toujours dans ces valeurs, nous avons l'égalité sociale. Nous voulons accompagner tous les jeunes de ce pays qui sont prêts à s'engager pour notre pays, pour le développement de notre pays.
sans distinction. Nous ne voulons pas que la richesse ou la pauvreté, selon, soit un critère discriminatoire à l'accès de ce programme. Nous avons dématérialisé l'ensemble du processus. Nous ne connaissons aucun des lauréats du PSG. Je le découvrirai aujourd'hui en même temps que vous. Je réinsisterai sur une valeur qui me paraît très importante, c'est l'engagement. Il faut, et je m'adresse aux lauréats du PSG et au-delà, à la jeunesse de notre pays. J'ai parcouru le monde, dans tous les sens, j'ai vu beaucoup de jeunes. Je ne vois pas qu'est-ce que ces jeunes de ces différentes régions, de ces différents pays ont que vous n'avez pas. Il nous faut juste mieux vous encadrer. Il nous faut juste mieux vous accompagner. La formation est capitale. L'accompagnement est essentiel. Et c'est à cela que nous nous engageons aujourd'hui dans le cadre du PSG. Soyez rassurés, soyez sûrs que nous ne ménagerons aucun effort pour vous former. Une formation de qualité, une formation d'excellence. Nous ne ménagerons aucun effort pour vous accompagner à transformer votre idée de projet en projet bancable que nous pourrons vendre, entre guillemets, à nos partenaires qui vont nous accompagner financièrement, techniquement, pour que vos entreprises puissent être créées. Et nous ne vous lâcherons pas. Nous vous mettrons dans les couverts qui vont vous permettre aujourd'hui de pouvoir éviter la forte létalité que nous avons de nos entreprises. Quand on regarde au Sénégal, on dit 2 tiers des entreprises meurent avant la 3e année. Nous ne voulons pas de cette létalité. Nous vous accompagnerons et vous pouvez compter sur nous. 8 000 en 17 jours. 470 personnes ont fait acte de candidature par jour. Ce qui me fait dire que nous sommes certes à Dakar, nous sommes certes au Sénégal, mais ce qui nous réunit aujourd'hui, et dans quelques années nous en reparlerons, vous pourrez dire que vous étiez ce jour du 9 décembre 2015 à la première opération ouest-africaine en matière d'entrepreneuriat, car aucune autre opération sur le continent n'a mobilisé en si peu de temps autant de personnes. Donc, bravo déjà pour la quantité. Alors oui, une première ouest-africaine au niveau quantitatif, mais une première ouest-africaine au niveau qualitatif, comme j'aurai l'occasion de le décliner dans les chiffres. Mais avant ça, préciser aussi que c'est une première ouest-africaine au niveau de la pédagogie, le mariage tant attendu de la formation entrepreneuriale qui s'associe à la formation professionnelle et à la découverte des métiers, pour que l'entrepreneur sénégalais, ce que vous êtes, eh bien, puisse marcher sur ces 2 jambes, qui est l'entrepreneuriat et la maîtrise technique. Et donc là aussi, c'est une innovation pédagogique, une innovation aussi partenariale. Plus de 100 entreprises sénégalaises et étrangères ont fait le pari de soutenir le PSG. Et donc, si ce programme national est bien sûr réservé aux Sénégalais, il concerne la terre entière, car vous allez devoir aussi conquérir d'autres marchés, et donc des opérations de mobilité internationale sont aussi prévues. Donc voilà, qui êtes-vous, jeune entrepreneur sénégalais? Eh bien, lorsqu'on analyse non pas simplement les 8000 dépôts de dossiers, mais surtout les 1000 dossiers qui ont été retenus, on se rend compte déjà de la diversité des territoires. Ce n'est pas gagné. Le pays du Sénégal, comme d'autres pays, a souvent une concentration géographique de son activité économique. Eh bien, la grande région de Dakar ne représente que 54% des projets. Ce qui veut dire que la moitié des projets couvrent l'ensemble du territoire. Et ça, c'est particulièrement important lorsque
on emprunte la voie de l'émergence. Le danger serait la concentration territoriale. Eh bien, le PSEJ, c'est tout l'inverse. C'est une vraie diversité territoriale qui a été observée. Là encore, c'était notre ambition, mais nous ne pouvions pas imposer aux jeunes de déposer un dossier. Et donc, l'ensemble des territoires ont été au rendez-vous. Et donc, le PSEJ, c'est aussi une opération d'équité territoriale. Cette équité territoriale, elle s'associe à l'excellence académique. 60% des candidats avaient une mention. Et donc c'est assez intéressant parce que le goût de l'effort, eh bien c'est aussi une des facultés de l'entrepreneur. Et lorsqu'on suit ses études, le goût de l'effort, c'est déjà d'aller chercher une mention. Et c'est en soi un facteur rassurant. Et nous essaierons d'accompagner donc cette excellence académique par l'excellence des professeurs qui vous accompagneront. De même, une ventilation au niveau des niveaux de formation. Nous avons 60% de candidats qui ont un bac plus 2, un bac plus 3, 25% qui ont un bac plus 5, et là encore, c'est encourageant, puisqu'il n'y a rien de plus dangereux que la concentration, et donc lorsqu'on analyse le profil des candidats, eh bien on se rend compte qu'on a des gens qui sont issus de BTS, qui sont issus de bac plus 3, de bac plus 4, il y a une vraie diversité au niveau de l'origine, de l'origine universitaire. Cette origine universitaire est aussi complétée de ce qu'on pourrait appeler une préassise professionnelle, puisque 80% des candidats ont déjà fait un stage. Et donc on va le voir dans les chiffres. Le profil même du candidat du PSEJ est quelqu'un qui, sans avoir tout de suite, bien sûr, monté son entreprise, a déjà une forme de maturité, une maturité intellectuelle, une assise académique, mais aussi une maturité professionnelle qu'il a déjà acquis dans ses stages. Nous avions demandé aux étudiants de poster une vidéo, parce que nous n'avions pas la possibilité de recevoir ni les quelques personnes en entretien. Nous avons demandé aux étudiants de poster des vidéos, de se présenter et de présenter leur projet. Ces vidéos ont été envoyées à 70 personnes au niveau national et international pour noter ces vidéos. La note affectée à la vidéo, plus la note qui était affectée déjà pour les questions fermées et quelques questions ouvertes, nous ont donné un total qui nous a permis de sélectionner 1000 étudiants. C'est pour dire qu'il n'y a pas eu de manipulation, que nous n'avons pas la volonté d'accompagner Paul, Jean, Jacques, parce que c'est un membre de la famille, parce que c'est un ami de la famille. Nous ne sommes pas dans cette logique. Je veux que nos lauréats aient une entière confiance à l'équipe pédagogique ici, constituée de gens extrêmement transparents et je pense intègres. Quand je vois ces vidéos, ça me donne beaucoup d'humilité. Pourquoi? Parce que le talent est partout et que c'est compliqué de parler après de tels entrepreneurs. Pourquoi je dis ça? Parce que notre rôle à nous d'entrepreneurs, c'est d'apprendre à changer le regard sur les femmes et les hommes que l'on rencontre. Le talent, c'est pas une question d'âge. Le talent, c'est pas une question de couleur. Le talent, c'est pas une question de diplôme. Le talent, c'est pas une question de positionnement social. Le talent, c'est pas une question de sexe. Ce qui fait la richesse des entreprises et des collectivités et des pays comme les nôtres, c'est la diversité. C'est cette diversité qui donne de la liberté. C'est cette diversité qui donne envie d'entreprendre. Le talent, c'est s'écrit aussi au féminin. Je l'ai entendu dans une des vidéos. Aujourd'hui, on sait qu'à travers le monde, l'entrepreneuriat féminin est un entrepreneuriat qui fonctionne bien. Mais le talent, c'est aussi le talent du nous. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, le talent s'écrivait au jeu. C'est un entrepreneur qui parlait. Et il parlait de lui, égocentré qu'il était. Et aujourd'hui, le talent, c'est le talent d'une équipe. C'est le talent de cette simplicité que de comprendre que le talent, c'est une chaîne et que le maillon le plus fort de cette chaîne doit être obsédé par la réussite du maillon qui est le plus faible. Parce qu'il sera lui-même un jour le maillon le plus faible. La discrimination, c'est ça. C'est de s'apercevoir qu'à un moment donné, on peut être proche de l'exclusion. Et vous le savez, dans les entreprises, parfois, à 40 ans, 45 ans, on est perçu comme vieux.
Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui à partir du moment où on a envie d'entreprendre? Quand je vois des jeunes s'exprimer aussi facilement, chacun dans sa différence, eh bien je peux vous dire que le peuple sénégalais est un peuple en mouvement et qui peut être fier de sa jeunesse. Parce que ce que j'ai entendu, ce sont des mots forts qui ont été exprimés, chacun dans sa différence. Et il y a quelque chose qui a été dit qui me semble être une grande vérité, c'est que si on veut réussir, il faut qu'on soit sur le terrain. Il faut qu'on soit proche de celles et ceux qui achètent nos produits, en particulier quand vous allez créer dans la distribution. Le pourquoi? Parce que l'entreprise aujourd'hui change. L'entreprise n'a plus de frontières. L'entreprise, durant des années, a érigé des grands murs. Et puis elle essaie de faire rentrer les femmes et les hommes dans cette entreprise pour consommer, pour acheter pour l'entreprise. Aujourd'hui, la terre est plate. Aujourd'hui, l'entreprise n'a plus de frontières. Au moment où on se parle, il y a des gens qui dorment à travers le monde. Au moment où on va se reposer ce soir, il y a des femmes et des hommes qui vont entreprendre. La terre est plate et la compétitivité est mondiale. Et dans cette compétitivité mondiale, on se doit d'ouvrir cette entreprise. N'est-il pas plus intéressant pour nous que de proposer à nos clients de co-construire avec nous nos entreprises? N'est-il pas intéressant pour nous en tant qu'entrepreneurs de considérer qu'un client qui rentre dans notre entreprise a lui aussi beaucoup de talent? Et n'est-il pas le temps pour nous que de comprendre que c'est le client mieux que nous qui sait ce dont il a besoin? Notre métier à nous, c'est de proposer un produit qui répond à la demande. Mais à la demande exprimée, ou demande non exprimée dont besoin l'attend, elle vient d'un client. Donc plus que jamais, il faut que vous soyez proche de vos clients. Ce que je dis souvent, quand je dirige mon entreprise, je dis cette phrase, un objectif flou, connerie précise. Le rôle de l'entreprise, à travers autant de talents, c'est de créer un écosystème de bienveillance. Pour les jeunes qui sont ici, j'ai entendu qu'il y avait 8000 dossiers. J'ai entendu qu'il y en a 1000 qui ont été sélectionnés. J'ai entendu qu'il y en a 470 qui ont été peut-être regardés différemment. Mais ce que je sais, moi, c'est que les 8000 dossiers qui ont été déposés par 8000 futurs entrepreneurs. C'est pas parce que vous n'avez pas été sélectionné maintenant que vous ne le serez pas demain. La difficulté transcende. On aime les entrepreneurs qui se lèvent lorsqu'ils tombent. C'est ça qui fait l'entreprise. L'entreprise, c'est pas notre futur. L'entreprise, c'est l'envie qu'on ait de réussir, mais réussir avec les autres. L'échec, ça fait partie de la vie. Donc notre rôle à nous d'entreprise, c'est de créer un système bienveillant qui fait que vous ne serez jamais jugé pour la décision que vous allez prendre. On préfère des femmes et des hommes qui sont en mouvement, qui essaient, qui décident. On est là pour les accompagner. Le professeur tout à l'heure disait cette phrase que je partage parfaitement, c'est qu'on sera toujours à vos côtés pour vous faire réussir. L'année organisée comme suit. Nous avons un premier semestre. Le premier semestre où vous aurez une formation en entrepreneurial avec un volume de 300 heures. Vous avez également une formation sectorielle dans le domaine où vous voulez entreprendre. Là également 300 heures. Et en termes de modalités d'enseignement, ce sera et des cours en distance et des cours en live. Nous pensons que nous sommes à une proportion de 60-40, 60 en distanciel et puis vous aurez 40% de présentiel. Et avec des enseignants, une équipe pédagogique est une équipe internationale qui fera le tour du Sénégal pour les raisons que nous avons évoquées. Quand on fait un cours en live, l'enseignant est à Dakar et on demande à ceux qui sont à Thiès, à Tamba, etc., de se connecter à une heure précise pour pouvoir interagir. Il faut humaniser le processus. On ne peut pas rester dans un processus où vous allez juste télécharger des cours et puis vous en former, etc. Nous voulons humaniser ce processus-là. Donc il y aura des cours en présentiel, en live, et les enseignants vont se déplacer dans les régions. Tel cours peut avoir lieu ici à Dakar, un autre cours aura lieu à Thiès, un autre cours pourra avoir lieu à Ziguinchor, etc. Et les différents étudiants pourront se connecter. Ce ne seront pas toujours ceux de Dakar qui seront bénéficiaires, mais ils auront à un moment donné également à se connecter comme pour les autres. Nous, RTS, notre rôle, c'est d'aider, d'appuyer à la sensibilisation des cibles, donc des étudiants, mais aussi des entrepreneurs, des chefs d'entreprise,
pour une adhésion au PSEJ, l'accompagnement dans la production d'outils pédagogiques, qu'on ferait peut-être en circuit fermé, parce que vous savez, Madame travaille avec les derniers outils de la modernité en matière de technologie. L'accompagnement aussi dans la scénarisation des cours, parce qu'il ne s'agit pas simplement de filmer un professeur en train de donner un cours et de montrer en contre-plan des étudiants qui écoutent. Il y a une technique de scénarisation pour faciliter la compréhension ou l'appropriation du cours par justement les cibles. Le soutien au développement de la culture de l'entreprise. Il l'a dit tout à l'heure, M. de Decathlon, il court très vite. Il faut qu'on sache que l'accompagnement a des limites. Il y a une frontière. Au-delà de cette frontière, c'est l'individu, avec sa valeur intrinsèque, qui doit chercher à obtenir des performances. Que ce soit au Sénégal, que ce soit en Afrique, que ce soit à l'international, les étudiants pourront faire des stages selon la nature de leur projet. Nous avons mis en place un fonds d'appui à la mobilité. Ce fonds d'appui à la mobilité va permettre aux étudiants d'aller au Ghana pour aller voir ce qui s'y passe, d'aller en Afrique du Sud pour aller voir ce qui s'y passe, etc., etc., d'aller en France, d'aller en Chine, d'aller en Corée, etc. Nous avons beaucoup mobilisé dans ce domaine-là pour pouvoir appuyer la mobilité des étudiants. Je suis très claire. Le schéma que nous avons adopté n'est pas le schéma classique de l'université où nous avons à donner des bourses. Il n'y aura aucune bourse. Mais les étudiants seront appuyés pour leur stage professionnel à travers ce fonds d'appui à la mobilité. Pour les considérations que nous avons évoquées tout à l'heure, les étudiants ont la possibilité de sécuriser leur projet au sein d'une couveuse. Je dis d'une couveuse, je ne parle pas d'incubateur. La couveuse est un intermédiaire entre l'incubateur et la coopérative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes prêts à vous aider à assumer un risque. Si nous avons un INEA que vous, entrepreneurs, vous pouvez utiliser pendant 1 an, pendant 18 mois, pour pouvoir vraiment vous concentrer sur votre cœur de métier, acquérir des marchés, améliorer vos chiffres d'affaires, etc., nous nous occuperons, nous, de faire la comptabilité, les problèmes fiscaux, beaucoup de tâches qui sont très chronophages, qui vont vous distraire de votre cœur de métier, et là, nous pouvons prendre ça en charge, de manière à vous soulager et à vous laisser juste vous concentrer sur ce que vous devez faire. Ces couveuses, vous pouvez être couvées pendant 12 mois à 18 mois. Au bout de 12 mois, 18 mois, quand vous aurez testé en grandeur nature votre projet et que vous aurez vraiment, vous vous sentirez confiant pour aller avec votre NINEA individuel et aller conquérir des parts de marché, on vous libérera pour faire entrer d'autres jeunes entreprises que nous aiderons, que nous accompagnerons à rester viables. Nous, qu'est-ce qu'on va faire à côté de vous? On va vous aider, on va vous accompagner, partager notre expérience dans la sélection, mais dans la formation sur des choses beaucoup plus terre à terre, sur la partie IT, comment faire un audit, comment sécuriser, vous apprendre à faire preuve avec des outils informatiques, comment faire pour sécuriser le mot de passe de votre voisin qui est le DG de tout ça, par exemple, ces genre de choses-là. Comment faire pour écouter les conversations d'une ambassade, parce que ça aussi, ça fait partie de votre vie. Et puis, comment gérer votre réputation. C'est quoi ces concepts? Ce sont ces choses-là que nous allons vous apprendre, nous, en tant qu'entreprise. Parce qu'à la sortie, ce qui intéresse
les entreprises comme la télévision publique, c'est comment avoir un système d'archivage performant. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas que vous ayez fait Polytechnique. Monsieur Tala, vous venez avec le diplôme de Polytechnique, vous direz qu'est-ce que vous savez faire. Mais dans le PSCJ, nous allons apprendre à faire des choses concrètement, toutes simples et toutes terre à terre. Mais moi, je m'adresse aux entrepreneurs et je fais une mise en garde. Vous entreprenez un chemin très difficile. C'est Simon Veil qui disait que c'est difficile le chemin. Il n'est pas difficile, mais c'est difficile le chemin. Pour entreprendre au Sénégal, il y a beaucoup de clés. Vous commencez votre entreprise et je vous conseille d'oublier les marchés publics. Vous avez une barrière importante à les marchés publics. Concentrez-vous sur le secteur privé. Essayez de faire de petites choses, faire des références, faites tout petit. Et après, essayez de faire des marchés publics. L'accès au financement. Franck disait que la moyenne des projets, c'est 2 millions de francs. Moi, j'ai créé mon entreprise en France avec un capital de 100 euros. Après m'avoir fait vulgairement virer d'une banque où je n'ai pas accepté de faire des choses que me demandait un directeur manager. 100 euros de capital. Ça ne m'a pas empêché de développer mon entreprise, d'avoir 30 salariés en France et aujourd'hui plus de 100 salariés au Sénégal. Je ne serais pas du même avis que Yaya en disant les marchés publics n'y allaient pas. C'est vrai, les marchés publics c'est difficile. Il y a des règles du jeu. Mais je pense que nous vous accompagnerons. Ça aussi, nous voulons le faire pour vous. Vous accompagner à conquérir les marchés publics. Parce que là aussi, un problème nous tient à cœur énormément. Nous ne voulons pas, je l'ai dit dans toutes les instances, devant toutes les autorités, nous ne voulons pas d'une croissance extravertie. Où nous avons des projets, nous avons des gens qui viennent s'installer dans notre pays, qui ramènent des ressources humaines. Quand ça va, ils restent, quand ça ne va pas, ils s'en vont. La croissance profite à qui? Nous sommes en train d'anticiper sur ça. Les projets qui vont s'installer ici au Sénégal auront l'obligation de prendre des ressources humaines sénégalaises. Je pense que ça nous devons. En tant qu'entrepreneur, je ne suis pas le pénis africaine, mais je défends fortement la préférence nationale. Je n'ai pas de honte à nous. Donc nous vous aiderons à aller vers les marchés publics. Et après tout ça, donc formation d'entrepreneuriat, formation sectorielle, vous avez des compétences transversales, on mettra beaucoup l'accent sur les langues, notamment l'anglais, parce que tout le monde l'a dit, on est dans un monde qui est totalement ouvert et il nous faut maîtriser ces langues. Et nous aurons des compétences qui sont des compétences numériques, donc en plus de gestion des projets dans le domaine des TIC, il va falloir également renforcer les capacités et donner des compétences en TIC à l'ensemble de cette cohorte. Et nous avons également d'autres compétences transversales, telles que l'organisation, etc. Je pense que ça fait partie de nos tares. Et à travers ce projet, nous espérons pouvoir corriger ces tares. J'ai créé la société Black Spoon. Donc c'est un concept nouveau en France. C'est le premier food truck africain en Europe. Donc c'est un camion-restaurant itinérant qui se balade dans la région parisienne pour proposer des plats africains. Donc à Paris, on vend les plats emblématiques du Sénégal, comme le poulet yassa, le mafé, le tiboudienne. On vend également les pastels. Malgré ce que dit Yaya, moi j'ai eu un parcours différent pour la création d'entreprise. C'était un peu le parcours du combattant. Voilà, donc c'était très très compliqué en France, parce que je suis femme, parce que je suis femme de couleur, parce que mes parents ne sont pas entrepreneurs, cadres ou dirigeants de grandes sociétés. Donc il n'y a pas derrière la sécurité que les banques attendent de nous. Donc on a dû galérer et faire au moins une dizaine de banques avant d'obtenir un prêt bancaire. L'assiduité. Alors pour le contrôle de l'assiduité, je pense que le directeur général de la Sonatel s'est fait représenter.
Notre première préoccupation, c'était d'apprendre d'abord les leçons des erreurs passées. Nous avons commis une erreur grossière, c'est la avec l'US, où nous sommes partis sur un système de clés où les étudiants devaient acheter 2000 francs de crédit, je ne sais pas trop quoi. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, ça ne va pas marcher. Faisons simple. Demandons aujourd'hui à ceux qui ont les moyens de le faire, de rendre l'accès à notre plateforme gratuit. Les solutions techniques, c'est eux qui peuvent proposer. Mais nous avons fait la demande et nous avons rencontré le directeur général de la Sonatel et nous travaillons depuis 2 mois sur ça pour rendre gratuit. Donc, ce système, la Sonatel nous l'a offert et je pense qu'il n'y aura aucune difficulté par rapport à l'accès à Internet et par rapport à l'accès à notre plateforme. Et dans ce moment de partage, de lancement, où on pose des briques, je voudrais aussi saisir cette occasion pour partager avec vous les 9 valeurs de Sonatel. C'est l'exemplarité, c'est l'audace, c'est le dynamisme, c'est la proximité, c'est la simplicité, c'est la transparence, c'est la responsabilité, c'est l'innovation et c'est la confiance. Ces 9 valeurs du groupe constituent les bases du travail que nous menons à Sonatel. Et je pense que sur la base de ces valeurs-là, nous pouvons ensemble trouver un moyen de vous accompagner. Parce que l'accompagnement de Sonatel, ce ne sera pas seulement un accompagnement technique. L'accompagnement technique, il sera fourni. Donc, on fera en sorte que l'accès à toute la plateforme pour l'enseignement, en tout cas pour la partie éducation, pour ces 6 mois de formation, soit gratuit. C'est un engagement. Nous avons aussi, au-delà de ces accompagnements techniques, compléter cet accompagnement technique, c'est l'hébergement de la plateforme dans notre cloud local. Aujourd'hui, tout le monde sait que le monde se bat contre l'insécurité. Le monde se bat pour que les données restent locales. Et c'est dans ce cadre-là que nous proposons d'héberger cette plateforme. Enfin, l'accompagnement, en vous donnant humblement un peu de notre expérience, de notre expertise, l'accompagnement au niveau du mentorat et du coaching d'un ensemble, on ne fait pas tous, on ne pourra pas accompagner tous les 400, mais d'une sélection d'une vingtaine de projets qui concernent notre secteur. On a aussi prévu dans l'accompagnement d'accompagner, c'est-à-dire de financer les 3 meilleures entreprises dans le domaine des pistes. Nous avons mobilisé beaucoup de monde par rapport à l'accès au crédit. Je le dis, je pense que je saigne encore dans la salle. Nous avons approché les banques commerciales. J'ai été très clair. Nous ne pouvons pas accepter du capital cher avec des taux usuriers. Nous ne l'accepterons pas. Nous ne pouvons pas exposer nos jeunes de cette manière. Pourquoi il y a beaucoup d'entreprises qui ont échoué? À combien ont-ils acheté ce capital? Quand en France, on achète des investissements, on achète ce capital à 0,5%, on nous demande de payer 8 à 9% dans notre pays, nous ne pouvons pas. Nous nous battrons pour que vous ayez accès à des crédits, à des taux d'intérêt extrêmement faibles. Ça, nous le ferons. Vous aurez accès à des crédits avec la garantie de l'État à travers ces institutions. Vous pourrez avoir accès également à des financements à des taux zéro ou des prêts d'honneur que le PSEJ va garantir. Mais nous comptons sur votre éthique. Nous ne pouvons pas nous engager seuls. Nous comptons sur votre équipe pour que ces prêts soient remboursés, pour que le processus puisse se poursuivre et que d'autres jeunes puissent être enrôlés. Si vous ne respectez pas les engagements, d'autres ne pourront pas venir et nous aurons tous échoué. J'ai
si j'ai accepté vraiment de m'engager dans ce projet, de m'engager auprès de partenaires, c'est parce que j'ai confiance à la jeunesse de mon pays et je pense que nos engagements seront longs. La BICIS s'engage à apporter un appui financier. Un appui financier ne veut pas dire donner de l'argent à tout le monde. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de pouvoir maintenir des équipes parce que ce que les gens oublient, nous ne sommes pas une banque de développement, nous sommes une banque commerciale. C'est l'argent des déposants, l'argent des actionnaires que nous mettons à votre disposition, en respectant des règles prudentielles, en respectant des règles de gestion auxquelles on ne peut pas déroger. Donc notre rôle, c'est déjà de vous ouvrir nos portes. Donc nous devons de mauvais procès en disant que les banques ne prêtent pas riches, ce n'est pas vrai. Seulement que les gens parfois ne comprennent pas comment interagir avec la banque. Et sous ce rapport-là, je pense dans un second temps, je présenterai votre appui non financier. Nous pourrons vous accompagner à travers un autre programme que je vous parlerai. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer, mon directeur l'a annoncé dans le cas que la BICIS est en train de travailler sur la mise en place d'un fonds. Un fonds destiné aux entrepreneurs, aux TPE, aux PME. Donc, les lauréats PSJ sont des cibles. Un fonds d'1 milliard qui sera mis en place avec des taux préférentiels, contrairement aux taux classiques que nous appliquons à l'Internet. Ce qui déjà constitue un premier appui financier. Parce que je pense que parmi les causes de mortalité que vous avez évoquées tout à l'heure, donc un taux de mortalité au bout de 2-3 ans, je pense que c'est quelque chose qu'il faut éviter. Et la démarche novatrice que vous nous avez présentée tout à l'heure augure une réussite totale de tous les projets qui nous ont été présentés. Et donc ce projet, ce fonds d'1 milliard sera un fonds qui, justement, dans la mise en place, facilitera l'accès justement à vos lauréats, qui, dans un second temps, feront l'objet de l'appui, en tout cas pour ceux qui sont retenus. Il faut savoir que la BICIS a lancé depuis le milieu de l'année un programme de bénévolat de compétences, lequel bénévolat promeut en tout cas que nos collaborateurs, à travers justement toutes les compétences dont ils disposent, de pouvoir le partager avec le grand public. Et ces compétences-là porteront sur l'analyse financière, de la comptabilité, du marketing. Et je pense que ce sont des atouts majeurs dont ils auront besoin pour pouvoir réussir leur projet. L'appui non financier également portera sur du mentorat, sur du tutorat. En ce qui concerne le deuxième semestre, ce deuxième semestre est un semestre d'immersion en milieu professionnel. Tous les étudiants devront faire un stage. Et pendant cette période, ils vont travailler sur leur propre projet. Ils vont préparer leur business plan, leur business model, avec des coachs, avec des tuteurs, avec des mentors, pour nous proposer un projet qui est, entre guillemets, bancable. Quand je prends le cas de la bague, nous avons, depuis quelques années déjà, 17 milliards de la bague que nous n'arrivons pas à consommer. Et vous savez pourquoi? Parce que les projets ne sont pas bancables. Parce que tout simplement, nous n'avons pas des business models qui sont compatibles avec les prérequis des banques, etc. Ces 17 milliards-là, c'est des grosses opportunités qui sont là. Et nous pensons qu'en vous encadrant, nous pourrons, en tout cas pour tous les projets sélectionnés, sortir des business plans qui seront des business plans bancables. Et pendant tout ce semestre, nous avons fait un peu le point par rapport à ces structures d'accueil où vous pourrez faire votre stage. Et nous avons également retenu avec le professeur de pouvoir intervenir durant le programme de formation qui vous sera dispensé à travers des séminaires où les collaborateurs de la BICIS viendront partager et surtout parler en langage vrai à vous les entrepreneurs
pour vous aider un peu à structurer vos dossiers. Parce que la plupart des dossiers que nous rejetons ne sont pas forcément liés à la pertinence, mais au mauvais montage. Il faut tout simplement savoir comment la banque, ce que la banque attend de vous, pour que vous puissiez également réussir cette mission. Et donc, une banque comme la B6, qui est une banque responsable, comme je le rappelais, c'est une banque qui assume déjà sa responsabilité économique, parce que nous peut le jeter, mais qui essaie de trouver un équilibre. C'est ce qui nous vaut notre œuvre aujourd'hui, en essayant de trouver un équilibre social et environnemental, et pouvoir ouvrir nos portes à des gens qui, dans les banques, sont plus des clients de microfinance, voire même pas du tout. En tout cas, il faut savoir que la B6 a en son sein une maison des professionnels, donc qui est vraiment dédiée à la clientèle des professionnels. Et donc, ça vous permet de pouvoir disposer d'un conseil vraiment particulier, personnalisé, et qui vous permettra de pouvoir relever tous les défis que vous souhaitez relever. Nous ne sommes pas dans un programme où nous faisons la cour aux gens pour qu'ils viennent, ou qu'on leur dise on va vous offrir ci, on va vous offrir ça. Non. Nous sommes dans un programme où nous devons vous formater d'une certaine manière, où nous devons vous accompagner à accomplir un projet. Nous ne sommes pas une université où on dit allez, on va vous donner les ordinateurs, comme ça ils vont venir travailler. Si vous ne venez pas, mais je vais être très clair. Et là, nous ne donnerons pas d'ordinateur. Je réponds, je suis clair. Ça a été un facteur de blocage au niveau de l'université virtuelle du Sénégal. Des gens qui ont exigé l'ordinateur avant de démarrer les cours. Mais dans quel pays sommes-nous? Il faut que la jeunesse soit consciente que nous avons un bien public que nous partageons. Et chacun doit faire des efforts. Chacun doit faire des efforts. Nous ne pouvons pas dire à l'État, donnez-nous le beurre, l'argent du beurre, la sympathie de la litière. Nous ne voulons pas ça. Ce que nous voulons, c'est des gens conscients d'une certaine maturité, qui savent que c'est un bien personnel. On les aide à avoir une ascension sociale. Mais on n'est pas là pour assister des gens et juste leur mettre quand même la cuillère à la bouche. C'est pas possible. Il faut que les jeunes de notre pays puissent changer complètement de mentalité. Vous savez quoi? La Constitution américaine dit que l'enseignement supérieur est un bien privé. C'est un bien privé. Parce que c'est un ascenseur social que les gens doivent investir pour accéder à cet ascenseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes en Amérique du Nord, mais quand vous avez fini votre parcours jusqu'au niveau bac, ils ne vous doivent rien. Absolument rien. Nous ne pouvons pas appliquer de manière bête et méchante la même philosophie qu'ici. Nous sommes conscients, absolument conscients du contexte de pauvreté dans lequel on est aujourd'hui. Et nous sommes prêts à faire les efforts qu'il faut pour vous accompagner. Mais nous ne tomberons pas dans l'assistance qui vous dégrade. Les différentes modalités de mise en œuvre de ce programme Sénégal émergent figurent une réforme essentielle qui devrait permettre de doter notre pays de ressources humaines de qualité, de ressources humaines suffisamment compétentes pour permettre de pouvoir prendre en charge de façon efficace les priorités déclinées dans le programme Sénégal émergent. Et parmi ces réformes figure la réforme de l'alignement des formations de l'enseignement supérieur par rapport aux besoins de notre économie. En effet, cette réforme est partie du constat unanime qu'aujourd'hui, nos formations ne correspondent plus aux besoins du marché du travail. Les employeurs continuent de se plaindre du fait que les produits sortis de nos universités
comme de nos instituts de formation professionnelle ne correspondent pas au profil souhaité pour leur permettre de se doter des ressources humaines compétentes à même de pouvoir développer leur entreprise. De ce constat et de ce diagnostic, l'État a choisi de mettre en place cette réforme essentielle confiée au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche avec son chef de projet, le professeur Aminata Sam Diallo. Il s'agit à travers cette réforme de permettre à nos différentes formations de pouvoir se mettre à jour par rapport aux besoins des employeurs. Beaucoup plus concrètement, il faudrait que par le biais de cette réforme, que nos formations puissent revoir leur curricula, certaines méthodes ou modalités pédagogiques susceptibles d'entraîner une plus grande professionnalisation, susceptibles de renforcer les capacités des jeunes qui seront formés afin de les doter de tous les atouts nécessaires pour pouvoir relever le défi d'intégrer le marché du travail. Et à travers cette réforme fondamentale est né ce programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. Effectivement, là aussi, estimant qu'aujourd'hui, il est tout à fait pertinent de pouvoir produire des résultats le plus rapidement possible. Donc il fallait le temps d'attendre que nos formations se mettent à jour et que ces produits puissent sortir de nos écoles et de nos instituts pour pouvoir relever le défi de l'émergence. Il fallait à côté mettre en place un programme spécial pour l'entrepreneuriat des jeunes. À travers ce programme, il s'agit d'appuyer les jeunes qui sont déjà formés et qui disposent de certaines compétences et capacités, de pouvoir leur donner les ressources et le cadre nécessaire pour pouvoir entreprendre de façon optimale et permettre à leur façon de pouvoir contribuer à la réussite du plan Sénégal émergent. Est-ce que vous connaissez les besoins en coton hydrophile et en coton cardé au niveau des hôpitaux? C'est un besoin énorme. Et c'est une honte que le Sénégal importe du coton à usage hospitalier. Je pense que en vous investissant dans l'agroalimentaire, en achetant du coton, en produisant du coton, en stérilisant ce coton, en le lyophilisant, en le rendant hydrophile, en le rendant cardé, vous avez un marché, vous avez un boulevard qui est ouvert. Et vous savez quoi? Vous allez aider à équilibrer notre balance commerciale. Parce que ce coton que nous importons, si nous avons des jeunes qui sont installés dans ce domaine-là et qui peuvent satisfaire les besoins des hôpitaux, que voulez-vous de plus? Donc, vous n'êtes pas dans un domaine où ça n'a rien à voir avec ce que vous avez fait. Pas du tout. Il faut réfléchir. Votre background doit vous permettre de réfléchir par rapport à moi, ce que j'ai appris, etc. Comment je peux être utile? Je m'investis dans l'agroalimentaire, mais comment puis-je être utile pour les hôpitaux, pour moi et pour ma famille? Est-ce que vous comprenez? Donc vous n'êtes pas obligé. Ça aussi, il faut décloisonner un peu les choses dans vos têtes. Il ne faut pas que vous pensiez que, parce que vous avez été formé comme médecin, comme pharmacien, etc., que vous devez rester dans le domaine de la médecine. Non. Qu'est-ce que je fais dans l'économie, moi? Vous savez que je suis professeur de physiologie. Au moins, vous le savez. Vous savez que je suis dans les maladies du foie et des voies biliaires. Qu'est-ce que je fais dans l'économie du pays? Moi, je me dis, en tout cas, le background que j'ai aujourd'hui me permet de comprendre un certain nombre de réalités et de pouvoir aider au développement économique. Parce que la finalité, c'est ça. J'ai l'habitude de dire, mais ça c'est personnel, c'est pas le lecteur, que le défi de ce 21e siècle, c'est peut-être le changement climatique, mais c'est l'emploi des jeunes. Je réfute même le terme d'employabilité que l'on entend souvent, parce que je prends l'exemple de la faculté de médecine que vous connaissez, qui forme pratiquement comme celui du film, mais aujourd'hui nous avons des collègues médecins qui sont au chômage. Le diplôme, on a 3 niveaux. Nous avons un cycle fondamental qui correspond à une L3,
vous avez un cycle intermédiaire qui correspond à M1, un Master 1, et vous avez un cycle avancé qui correspond à un M2. Donc, vous savez qu'en M1, on ne délivre pas de diplôme. D'accord? On va donner un certain nombre de crédits qui sont capitalisables, que vous pouvez utiliser en disant que j'ai eu tel ou tel crédit dans tel et tel module, mais on ne délivre pas de diplôme. On délivre des diplômes au niveau L3 ou au niveau M2. D'accord? Donc, cycle fondamental et cycle avancé, vous aurez des diplômes. D'accord? Il s'agit d'une licence professionnelle. Il ne s'agit pas d'un BTS, etc. Il s'agit d'une licence professionnelle qui va être délivrée pour le cycle fondamental. Et vous avez le Master 2 qui est l'équivalent d'un Bac plus 5. Voilà, et c'est des diplômes professionnels qui vont être donnés. Vous aurez une carte qui va vous permettre non seulement de dire que vous êtes des lauréats du PSEJ, on vous donnera les insignes du PSEJ. On vous donnera vos polos, on vous donnera vos clés, on vous donnera... Parce que nous voulons une identité. Nous voulons une identité de nos lauréats. Oui, nous le ferons. Et nous vous donnerons ces cartes d'étudiants qui vous permettra d'accéder à ces éléments.